m'appelle Cécile Desjardins, je suis journaliste et je suis très heureuse d'être avec vous pour cette matinée d'échanges qui seront très pratiques et illustrées d'exemples. Nous verrons ce qu'est la fraude, les différentes formes qu'elle peut prendre, quelles peuvent être ses conséquences sur l'entreprise, sur les dirigeants de l'entreprise, comment essayer de s'en prémunir et enfin, comment réagir en cas de soupçon ou de fraude avérée. À mes côtés, Alice Noiset, bonjour, et Luc Marty, bonjour. Alors vous êtes tous les deux associés chez Mazars, vous intervenez dans les domaines de l'évaluation des préjudices et l'investigation des fraudes, notamment lors d'audits d'acquisition, mais aussi dans des contextes de crise ou de transition, sur des contentieux civils et commerciaux. Et bien sûr, lors d'investigations de fraude, alors vous nous expliquerez, en cas d'analyse d'éventuelles irrégularités comptables ou encore dans des litiges. Alors, pour commencer, j'ai envie de dire, pour poser le décor, Ali, je me tourne vers vous. Qu'est-ce que ça veut dire, la fraude? De quoi est-ce qu'on parle? Le mot regroupe des réalités très différentes. Alors, est-ce que je peux vous demander de nous définir quelques fraudes, nous expliquer concrètement ce que vous voyez sur le terrain? Merci Cécile. Donc ce qu'on voit sur le terrain, c'est une très grande variété, puisqu'en fait la fraude, non seulement ça peut prendre des formes vraiment diverses, une gravité qui peut être d'une ampleur faible à des dizaines et des centaines de millions d'euros d'enjeux. Et donc finalement, quand on essaie de définir la fraude, on va plutôt s'attacher à définir le mode opératoire. Et donc on connaît bien les fraudes externes. Donc ce sont les fraudes qui viennent des clients, des fournisseurs, mais surtout d'escrocs professionnels qui vont essayer de l'extérieur d'atteindre l'entreprise, soit par des procédés très simples, soit par des procédés type intrusion, hacking, et donc on va être dans la cybercriminalité. Mais la fraude est pour l'entreprise quasiment à jeu égal, c'est aussi la fraude interne. Donc c'est la fraude qui va être les salariés. Alors là, ça va de l'intérimaire qui est là pour un mois au mois d'août au PDG en qui tout le monde a toute confiance depuis des années. Et donc la fraude interne, ça peut être très, très varié. Ça peut être du vol de marchandises dans les stocks. Ça peut être des fraudes comptables. Le jeune comptable qui va utiliser les chéquiers de l'entreprise pour se faire un chèque à son nom. Et ça peut bien sûr être beaucoup plus grave que ça, une fraude sur les produits avec finalement les composantes qui ne sont pas la qualité qui était attendue. Ça peut être les abus de biens sociaux quand le directeur ou la directrice de l'entreprise va un peu confondre ce qui est du registre personnel et ce qui est du registre professionnel. Et puis il y a aussi un cas assez fréquent, c'est le cas mixte de la fraude qui va être à la fois interne et externe, donc une collusion entre du personnel de l'entreprise et des extérieurs. C'est le cas de la corruption, par exemple, puisqu'il va y avoir des agents extérieurs, notamment des agents publics, qui vont être payés parfois en cachette de la direction par certains employés. Ça peut être aussi, par exemple, la fraude dans le secteur des achats, où il peut y avoir de la collusion entre un responsable des achats et une entreprise, dans le cadre d'un appel d'offres avec un fournisseur qui va être favorisé par rapport à un autre. Est-ce qu'il y a des nouveaux types de fraudes qui sont apparus récemment? Alors, disons, il y a toujours des nouveaux types de fraudes. Ça, c'est le b.a.-ba. En fait, les fraudeurs ont beaucoup d'imagination. Et dès qu'il y a une faille, à un moment donné, quelqu'un va la trouver. Donc oui, il y a des types de fraudes qui progressent. Là, je pense notamment à la situation dans laquelle on vit tous depuis 2 ans, qui est beaucoup de télétravail et un quotidien un peu désorganisé avec la crise sanitaire. Et qui dit crise, désorganisation, dit opportunité pour des fraudeurs, et notamment toutes les fraudes astucieuses type fraude au président. Alors, ce n'est pas des nouvelles fraudes, mais il va y avoir des nouvelles façons d'y procéder. Et puis, je pense aussi à des secteurs qui n'existaient pas il y a quelques années, comme tout ce qui est le green, la sustainability, où il y a beaucoup d'attentes et donc des opportunités créées pour des personnes mal intentionnées qui vont pouvoir jouer sur les nouvelles attentes de l'entreprise pour proposer des produits frauduleux ou des montages frauduleux. Il y a une fraude dont on entend pas mal parler, c'est la fraude au président. Alors peut-être un mot pour nous expliquer ce que c'est?
Alors, la fraude aux présidences, c'est une fraude qu'on a vue apparaître il y a déjà, je dirais, une dizaine d'années, qui consiste en fait à faire croire à généralement une personne de la direction comptable qu'une demande du PDG, toujours très confidentielle et toujours très urgente, nécessite son aide. Donc c'est une fraude qui va jouer sur la persuasion et la force vraiment de manipulation psychologique de l'escroc qui va contacter et par vraiment un mécanisme d'emprise progressive, par des appels successifs et une pression constante, va réussir à obtenir d'une personne qu'elle fasse virer des fonds. Donc on appelle ça aussi la fraude au faux virement, puisque finalement les fonds sont virés pas du tout là où ils devaient l'être et partent très très vite dans des circuits de circulation de l'argent qui font qu'on arrive très rarement à les récupérer. Alors une autre définition aussi, la fraude aux faux fournisseurs, c'est pareil, c'est un peu différent? La fraude aux faux fournisseurs, ça va être quand une société qui n'est pas votre fournisseur va se faire passer pour lui pour obtenir le paiement d'une facture. Et donc, ça peut être parfois une vraie facture qui est vraiment due à un fournisseur, mais quelqu'un va contacter votre service comptable en disant « Nous avons changé de RIB, voilà nos nouvelles coordonnées bancaires. » Et donc, c'est un fournisseur qui se substitue à un fournisseur réel. Bon, merci beaucoup Alice, je pense qu'on reviendra sur pas mal de ces définitions. Je me tourne vers vous Luc. Qui est touché par ces fraudes? Enfin, est-ce qu'il y a des cibles privilégiées? Est-ce que certains peuvent se dire qu'ils sont tranquilles? Je crois que dans un premier temps, je voudrais revenir sur la définition de la fraude, ce qui est une manière de répondre à votre question. La fraude, c'est un acte malhonnête qui est commis dans l'intention de tromper en contrevenant à la loi et au règlement. Alors en entreprise, on peut avoir, on rajoute le contrat, contrevenant à la loi, au règlement et au contrat. Mais cette définition qui est extrêmement large, puisque on voit qu'elle peut toucher toutes les organisations, qu'elles soient privées ou publiques, qu'elle soit à but lucratif ou à but non lucratif, toute organisation qui vise à développer une activité professionnelle peut être touchée par la fraude. Il n'y a aucun doute, et d'ailleurs les exemples nous le montrent, nos interventions se font dans tous les secteurs, dans tous les types d'organisations. La fraude intervient à tout moment de la vie de l'entreprise, c'est-à-dire qu'elle peut intervenir dans le cadre de ces opérations courantes, elle peut intervenir dans le cadre d'événements ponctuels, une acquisition peut être susceptible de générer de la fraude ou permettre de découvrir de la fraude qui a été commise avant l'acquisition, voire quelque temps après. Elle peut intervenir en tout lieu. C'est-à-dire qu'elle peut intervenir à la fois au centre administratif, au siège social de l'entreprise, mais elle peut aussi intervenir dans chacun de ses établissements, voire dans chacune de ses filiales à l'étranger. Et le niveau de fraude à l'étranger n'est pas plus faible que celui que l'on peut connaître en France. Et donc on voit un grand nombre de cas de fraude qui interviennent qui sont le fruit ou de managers locaux qui essaient, du fait de la distance, d'échapper. D'en profiter. Et voilà. Et comme l'a dit Alice, la fraude intervient à tous les échelons de l'entreprise, avec un degré de gravité qui n'est peut-être pas le même, mais qui est... Il n'y a pas de raison, si je puis dire, pour lequel il n'y aurait pas de la fraude à tous les niveaux. Et on le constate, que ce soit effectivement le président ou le cadre dirigeant. Le profil type du fraudeur est bien souvent, il faut le reconnaître, un manager en milieu de carrière, plutôt un homme, qui est en position hiérarchique avec une certaine capacité d'action et de décision, et qui donc a la possibilité de commettre une fraude si le besoin se fait sentir. Est-ce qu'on a des chiffres sur la fraude? Est-ce qu'on peut avoir une estimation? J'imagine que par définition, ce n'est pas
C'est pas tamponné, mais... Non, c'est très difficile. Alors, il y a un certain nombre d'études qui cherchent à définir ou à identifier ce que représente la fraude. La fraude au président, ça a représenté, c'est un peu moins fort en ce moment, mais ça a représenté en quelques années, près d'1 milliard d'euros de fonds qui ont été siphonnés par ces industriels de la fraude. En France, dans le monde? En France. C'est surtout une fraude française? C'est surtout, alors, la Belgique, le Canada, enfin le Québec, francophones ont été touchés. Ça commence, mais lentement, à s'élargir au monde anglophone. Mais il y a effectivement un espèce de prisme francophone, et nos échanges avec les services de police, de la brigade financière, de la police judiciaire, nous ont permis de constater à la fois le mode opératoire, le côté très industrialisé, avec définition d'une méthodologie, d'un script, et puis ensuite une mise en œuvre. Et donc ça a été une fraude très efficace et très productive pour les industriels. Maintenant, le chiffrage de la fraude de manière plus globale, externe et interne, il n'existe pas de chiffre. Ce qu'on sait, c'est que grosso modo, en moyenne, quelle que soit la taille de l'entreprise d'ailleurs, la fraude représente aux environs entre 150 000 et 200 000 euros par cas de fraude. Et donc on voit bien que les petites entreprises sont proportionnellement plus affectées par la fraude que les grandes entreprises. Même si toutes les entreprises, évidemment, ne subissent pas la fraude. Alors, c'est une moyenne par cas avéré, par définition. Alors là, c'est évident qu'il n'y a aucune statistique possible, mais d'après vous, les fraudes découvertes par rapport à la masse de fraude, toute fraude finit-elle par être découverte? Enfin, je peux retourner la question autrement. À un moment donné, oui. Par exemple, on dit que les fraudes internes, elles sont souvent détectées plus tard que les fraudes externes, parce que justement, il y a la confiance envers les salariés, donc on peut les détecter parfois après 1 an, voire des années après leur exécution. Juste un chiffre, une étude de la Hermès qui disait que 2 entreprises sur 3 avaient été victimes de tentatives de fraude l'année dernière. Donc c'est pour vous dire que vraiment ça concerne beaucoup d'entités. Mais sur les montants, il y a une certaine discrétion de la part des entreprises. Donc c'est vrai que c'est difficile de faire un chiffrage stable. Non, je n'ai rien à Alors, rajouter. juste, est-ce que vous avez quelques exemples? Enfin, on voit pas mal de cas qui défraient la chronique. Alors, est-ce que vous pouvez nous en citer 2-3, nous en rappeler 2-3, parce qu'on en a sûrement entendu parler. Mais... Alors, on ne va pas parler des fraudes sur lesquelles nous, on travaille, parce qu'évidemment, nous ne sommes pas autorisés à le faire et tout doit rester confidentiel. Mais juste pour donner quelques exemples, donc on parlait là de la fraude au président. Et on avait l'impression que c'est une fraude qui pouvait refluer parce que maintenant, il y avait beaucoup plus de communication là-dessus, que les personnels dans les directions financières et comptables étaient sensibilisés à ce risque. Et puis là, on a appris dans les tout premiers jours de 2022 qu'une entreprise française, donc une société de promotion immobilière de la région parisienne, avait été victime à hauteur de 35 millions d'euros. Donc c'est énorme et c'est une configuration assez classique mais terriblement efficace où une comptable a reçu d'abord un faux email mais présenté avec la même adresse mail que l'adresse interne, donc elle s'est fait tromper sur l'adresse et c'était un email de la part du PDG, enfin du faux PDG, qui ensuite lui a expliqué qu'elle devait rester très secrète, très discrète sur un projet d'introduction en bourse. Il l'a appelée ensuite pour la convaincre, lui expliquer le processus à suivre. Il lui a donné les coordonnées d'un faux avocat. Donc, il y a eu une deuxième personne qui a appelé avec une nouvelle fausse adresse email, avec un nouveau numéro de téléphone pour se présenter pour l'avocat, ce qui a corroboré la véracité de ce soi-disant projet d'introduction en bourse. Et le virement est parti. Donc, ça reste d'actualité. Si on peut parler de 2 autres types de fraudes, alors qui sont pas des fraudes françaises, mais il y a en ce moment le procès de Terranos qui se passe au tribunal de San José en Californie. C'est donc Elizabeth Holmes, une jeune entrepreneuse de la Silicon Valley, qui a
réussi à faire croire à beaucoup d'investisseurs et des investisseurs pour le moins aguerris qu'elle avait créé un procédé d'analyse sanguine révolutionnaire qui permettait d'avoir des résultats en un temps record. Elle a levé des centaines de millions d'euros avec en fait un produit qui n'existait pas, enfin en tout cas qui ne fonctionnait pas, en ayant faussé les résultats. Donc on est là sur une fraude sur le produit même que commercialise l'entreprise. Et si j'ai le temps, je voudrais citer un dernier exemple de fraude comptable, donc une fraude qui porte uniquement sur les chiffres qui sont communiqués par les entreprises. C'est le cas de Luckin Coffee, qui est une société chinoise souvent présentée comme le Starbucks chinois, qui avait connu une croissance incroyable, qui était même cotée au Nasdaq et qui avait en fait maquiller ses comptes pour gonfler son chiffre d'affaires et faire croire que sa croissance était bien plus importante qu'elle ne l'était réellement. Donc ça attirait évidemment beaucoup d'investisseurs et d'actionnaires. Et puis la fraude a été démasquée et là ils ont dû l'an dernier négocier avec la SEC une sanction de 181 millions de dollars. Donc on voit les fraudes comptables. Nous, les plus jeunes ne connaissent pas, mais on a été tous marqués par l'affaire Enron. Et cette affaire, ce type de fraude comptable perdure aujourd'hui. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose de passer maintenant à une table ronde. Nous allons parler de la fraude au quotidien. Quel risque? Quelle réponse? Nous avons été rejoints pour cette table ronde par deux autres experts. Alors Jean-Marie Gauvin, bonjour Jean-Marie. Vous êtes directeur des risques et de la conformité du groupe Casino. Vous nous raconterez au quotidien ce que vous faites pour lutter contre la fraude, contre les fraudes. Virginie Srecki, vous êtes enseignante à l'université Paris-Dauphine, PSL, pardon, et responsable du certificat Fraud Risk Management. Alors, peut-être en introduction, un mot sur les profils que vous formez, ce que vous faites, qu'on comprenne bien. Alors en effet, à Dauphine, nous avons deux programmes qui gravitent autour du sujet de la fraude. Nous avons ce certificat Fraud Risk Management qui dure 8 jours et qui, en général, attire des gens qui sont déjà baignés dans le sujet de la fraude, plutôt à titre préventif, mais parfois aussi en termes d'investigation. Nous avons des gens de tous les secteurs, que ce soit le secteur financier, le secteur industriel, le secteur e-commerce. Nous avons aussi des gens qui sont dans l'investigation. On a eu par exemple des candidats de l'AMF, on a eu des candidats qui sont aussi détectives privés. On a vraiment une réunion de profils assez intéressante. Nous avons des gens avec des profils juridiques et des gens avec des profils financiers. Et en fait, ce qui fait la richesse de ce programme, c'est justement les interactions entre tout le monde. Et en fait, on se voit confronté à tout type de structure, de toute taille, et c'est très intéressant de voir que la fraude atteint tout le monde, malheureusement. Vous me disiez que le terme de fraude était un peu tabou parfois. Alors, en effet, le terme de fraude est un peu tabou. C'est assez amusant quand tous ces gens qui gravitent sur les sujets de la fraude se présentent au début de ce certificat. Finalement, très peu nous annoncent travailler dans un service de lutte contre la fraude. En général, ceux qui le font, ce sont des gens qui appartiennent à des entreprises où la fraude externe est prédominante. Je pense notamment aux télécommunications, je pense aux assurances. Donc là, on affiche très volontiers que malheureusement, on est soumis à des fraudes et donc on l'affiche et on a des services dédiés qui s'appellent lutte contre la fraude. En revanche, dans beaucoup d'autres structures, ces personnes travaillent aussi sur la lutte contre la fraude, mais alors ça n'est pas si apparent. Ils sont dans des services de contrôle interne, d'audit interne, de compliance maintenant, de conformité, pardon, service conformité. Donc en effet, on est moins volontiers dans la posture d'accepter que la fraude interne existe et que parmi nos salariés, il y a aussi des gens qui peuvent être mal avisés ou mal intentionnés. Bon, on va briser le tabou ce matin. Oui. Alors, Alice nous a présenté pas mal de cas de fraude. Jean-Marie, je voudrais que vous nous racontiez peut-être en introduction votre rencontre avec la fraude, votre premier rendez-vous, je crois que c'était il y a quelques années. Oh, il y a même un peu plus que ça. Très très rapidement, j'ai rencontré les premiers sujets de fraude J'ai rencontré les premiers sujets de fraude vers 1993, lorsque j'étais directeur juridique d'un groupe américain intervenant dans le secteur pétrolier et chimique. Et à cette époque-là,
je pense que j'ai dû, lorsque j'ai quitté ce groupe, avoir un classeur qui devait faire cette épaisseur-là. On recevait à peu près toutes les semaines des courriers de dirigeants, principalement du Nigeria, nous expliquant que, fort heureusement, ils avaient, dans le cadre de la réalisation de contrats, économisé pas mal d'argent et que cet argent, finalement, ils le mettaient à la disposition d'Européens qui souhaitaient profiter de cette aubaine. Bon, ça, je crois que des courriers comme ça, j'en ai eu toutes les semaines pendant environ 6 à 7 ans. Malheureusement, bon, l'arnaque était grossière, mais ceci étant, elle a fonctionné. Elle a fonctionné pour d'autres sociétés et parfois ça s'est terminé dans des conditions assez malheureuses, dans la mesure où certaines personnes contactées se sont rendues dans ces pays. Alors je parle du Nigeria, mais ça s'est étendu également au continent africain. Mais certaines personnes se sont rendues dans ces pays et n'y sont pas revenues. N'en sont pas revenus. Le deuxième exemple que j'ai, il est un peu plus récent, il remonte à l'année 2011. J'étais alors directeur juridique de Suez Environnement. Et ce sujet qui m'a assez marqué est le suivant. En 2011, ça se situe à 8 jours d'intervalle et vous allez comprendre pourquoi. Début du mois de mai 2011, deux ordres de virement sont transmis par Suez Environnement à une banque de la place, donc bien connue de la place. Et quelques jours plus tard, nous ne le savons pas évidemment à ce moment-là, mais quelques jours plus tard, nous recevons un message de notre filiale tchèque qui nous indique qu'elle a reçu un paiement assez significatif de l'ordre de 160 000 € si ma mémoire est correcte, alors même qu'elle ne s'attendait qu'à un remboursement pour de la gestion de titres de société de 377 €. J'ai encore le chiffre en tête, le montant en tête. Donc on a regardé, on s'est étonné et on a découvert en interrogeant la banque qu'en fait il y avait eu 2 virements. Ce premier virement et un second virement qui mentionnait, alors vous allez être tout aussi surpris que moi en écoutant ce qui suit. Le deuxième virement, qui était un montant de ça devait être 260 000 €. Ce deuxième montant était destiné à une société à Bangkok, à une banque, c'était la banque Casicorn, si ma mémoire est correcte, à Bangkok. Et ce montant a été viré. Alors lorsque j'ai pris le dossier en main, je me suis rendu compte de plusieurs choses. Ça s'est bien terminé, et je vais vous dire pourquoi, malgré les délais. Les 2 virements ont été émis à partir d'un numéro de télécopie de Suez Environnement. Or, lorsqu'on a pris connaissance du journal d'émission de Suez Environnement, ça n'y figurait pas. Donc, usurpation du numéro de télécopie en 2011. Nous sommes 10 ans plus tard. Et quand vous parliez de l'ingéniosité et l'ingéniosité des hommes, elle est vraiment sans limite. Donc, 10 ans plus tard. Ces 2 virements portaient le nom de la trésorière du groupe de l'époque. Or, lorsque je l'ai interrogée, elle m'a affirmé ne rien avoir signé. Ce qui était vrai au demeurant. Elle n'avait strictement rien signé. Les 2 virements portaient des mentions de factures de notre société tchèque, surprenant, alors même que ces mentions n'étaient pas parvenues à la direction comptable de Paris. C'est très astucieux. Je n'ai pas compris comment cela avait été réalisé. En revanche, à partir du moment où la banque, pour exécuter un virement, devait s'assurer que 2 signatures au moins devaient figurer sur l'ordre de virement, elle ne s'en est pas assurée. Et lorsque je lui ai dit « tant pis pour vous, mais vous allez contrepasser l'écriture et vous allez nous créditer de la somme », elle s'est exécutée immédiatement. Donc c'est pour ça que je dis, même à 8 jours d'intervalle, aujourd'hui c'est plus possible. Aujourd'hui, un virement qui part, un virement frauduleux, c'est entre 36 et 48 heures pour le récupérer. Au-delà, c'est fini, c'est définitivement terminé. Donc la banque a exécuté. L'enseignement de cela, c'est que nous procédions à l'époque à des virements manuels vers des pays un peu compliqués ou dans des monnaies peu courantes. Nous avons mis un terme à cela et nous sommes passés sur des virements automatiques sécurisés.
Alors, on reviendra à toutes les procédures qu'on peut mettre en place. Peut-être en termes d'exemple, Virginie, j'imagine que vos élèves vous racontent pas mal de petites histoires, donc sans donner de nom évidemment, mais peut-être un autre type de fraude que vous auriez en tête pour un ou deux exemples, ça pourrait être complémentaire. Alors en effet, la fraude au président ou aux ordres de virements internationaux, c'est quand même du crime organisé qui est derrière tout ça. Or, ce que l'on constate au quotidien dans les entreprises, c'est que la fraude, alors si on se base sur la fraude interne, elle arrive à tous les étages et pour différents motifs. Donc, évidemment, quand nos stagiaires viennent nous raconter leurs affaires, ils nous parlent de fraude sur les frais de restaurant, de fraude sur les frais kilométriques, de fraude... Voilà, on se sert un petit peu dans les stocks de l'entreprise et en fonction des valeurs personnelles de chacun, parfois, ils n'estiment pas que c'est de la fraude. Donc, évidemment, il y a tout ce qui est détournement d'actifs qui est insidieux, mais qui existe, avec cette volonté de se dire, bah, voilà, je me sers tranquillement. Après, on a aussi des gens qui sont fraudeurs par volonté d'enrichissement personnel. Je pense à cette secrétaire générale d'un GIE informatique et qui est la personne essentielle au sein de l'organisation et qui en profite pour faire tous ses travaux personnel sur les comptes de l'entreprise. Mais finalement, personne ne contrôle et c'est une personne charmante, indispensable et personne ne se méfie jusqu'au jour où un petit audit de compte montre qu'elle a détourné beaucoup d'argent et ça s'est aussi vu parce que son train de vie avait changé. Ça va aussi se voir dans des administrations et là, ça peut se voir sur le secteur RH avec un petit récit qui m'a été délivré par quelqu'un des forces de l'ordre, avec un monsieur qui est au service RH d'une administration, donc locale, souhaite avoir une promotion au moment où sa chef de service s'en va, et on lui refuse cette promotion, on met à sa place un petit jeune issu des concours, qui est totalement incompétent. Quelle injustice. Quelle injustice. Et donc, pas du tout par volonté d'enrichissement personnel, et on le verra à la chute, ce monsieur se dit « Oh, bah, quand même, c'est vraiment injuste ». Alors, il a créé 3 salariés supplémentaires, 3 fonctionnaires supplémentaires dans sa base, et s'est servi 4 salaires mensuels pendant des années jusqu'à sa retraite, sans que personne n'y voit rien. Puis un jour, à la faveur d'un audit quelconque, on se rend compte de cette supercherie, on se dit « Tiens, c'est bizarre, ces salariés, qui sont-ils » Donc la police arrive chez ce monsieur, qui était à la retraite tranquillement. Et là, le monsieur dit « Ah, bah, ça fait longtemps que je vous attends. Et tout l'argent que j'ai détourné est sur un compte et je vous restitue l'argent. Mais je voulais quand même montrer que c'était particulièrement injuste que l'on ne m'ait pas donné cette promotion. » Donc vous voyez, là, dans ce cas-là, il n'y avait pas d'enrichissement personnel. Le fraudeur, il n'a pas toujours la volonté d'avoir un enrichissement personnel. Il ne veut pas forcément détourner de l'argent. Il veut parfois sauver son travail aussi. Donc tricher sur ses performances personnelles pour être sûr de garder son bonus. Alors là, c'est un petit peu financier, mais simplement de garder son job. Donc on a une multitude d'exemples qui se traduisent en général donc, par du détournement d'actifs et pour lequel il est souvent, comme il a été dit précédemment, nécessaire d'avoir une petite collusion au niveau comptable, puisqu'à un moment donné, il va falloir maquiller toutes ces fraudes. Et ça, c'est un petit peu compliqué pour ne pas se faire attraper. Luc, peut-être un mot sur les conséquences sur les entreprises. Est-ce que concrètement, comment ça qu'est-ce que ça entraîne dans une entreprise? Il y a des pertes financières, mais ça peut aller au-delà en termes de réputation, d'implication des dirigeants. Oui, c'est certain que quand il s'agit d'évaluer le préjudice subi, le préjudice est certes, peut s'avérer être financier. D'ailleurs, à cet égard, ce que vous indiquez est très intéressant parce que dans la fraude interne, nous distinguons celle avec détournement et celle sans détournement. Et la fraude sans détournement, on peut véritablement s'interroger sur son objectif. Et bien souvent, l'objectif unique, c'est de faire durer une situation. C'est-à-dire une entreprise qui rencontre quelques difficultés, qui a besoin d'obtenir des financements et qui, par le fait de fausser son information financière, réussit à obtenir des financements. Le fraudeur, dans ce cas-là, qui est souvent en position de direction, est quelqu'un qui parie sur le fait que la situation va se rétablir, qu'il pourra rembourser les financements et qu'il n'y aura donc jamais de préjudice puisqu'il a fait ce qu'il fallait pour permettre à l'entreprise de durer
la situation se sera rétablie et donc il n'y aura pas de préjudice. Là où il y a des conséquences financières, donc on l'évalue de manière, c'est quand il y a détournement, donc on l'évalue à partir de pertes subies. C'est parfois très très difficile à évaluer. Plus le schéma est sophistiqué, plus le schéma est longuement élaboré. Je pense à Madoff. Un mot pour ceux qui auraient oublié sur l'affaire Madoff. Oui, c'est un schéma de pyramide de Ponzi par lequel quelqu'un de fort sympathique, tout à fait charismatique, a réussi pendant, j'ai plus tout à fait le nombre d'années en tête, mais entre 20 et 30 ans, à tromper l'ensemble du monde financier. À convaincre de grands financiers de lui donner de l'argent qu'il dépensait allègrement. Voilà. Et donc, on voit bien que ces schémas, plus ils sont sophistiqués, plus ils mettent de temps à être identifiés, mais aussi plus ils sont difficiles à évaluer. Alors, les conséquences pour l'entreprise, ça n'est pas que, si je puis dire, le détournement de fonds, même si souvent c'est vraiment très très pénible pour l'entreprise et ça a des conséquences immédiates, mais c'est aussi dans tout ce qui est fraude, mais surtout corruption, une problématique réputationnelle. Et c'est la raison pour laquelle le mot peut être considéré comme tabou, où la situation reste en général relativement confidentielle, parce que affecter la réputation de l'entreprise, ça va bien au-delà du simple préjudice financier. Et j'ai en tête quelques exemples d'entreprises qui mettent en place des schémas qui pendant longtemps ont été considérés comme des schémas normaux d'activité et qui aujourd'hui sont considérés comme des schémas de type corruptif, et ce qui aboutit à, en particulier dans l'entreprise à laquelle je pense, qui est une entreprise qui travaille sur la base de fonds internationaux multilatéraux, se retrouve à être banni de financements multilatéraux. Et donc, en fait, c'est toute l'activité de l'entreprise qui est remise en cause par le fait que ce qui était considéré comme une manière de faire du business est aujourd'hui considéré comme de la corruption. Et donc, la structure même de l'entreprise, la raison d'être même de l'entreprise, enfin, ou en tout cas son activité dans une très large proportion, est mise en danger par la corruption. Donc ça, la corruption est un niveau de fraude encore supérieur, si je puis dire, parce que ça n'est pas que de l'argent, mais c'est toute une organisation qui est mise en cause par ce qui se passe. Un autre point sur lequel je voulais revenir, peut-être Alice, on a parlé tout à l'heure de la fraude au président qui s'appuie en grande partie sur une exploration sociale, des réseaux, du cyber. Mais quand on parle cybercriminalité, c'est plus large. Alors, est-ce que, peut-être un mot sur ce qu'est aujourd'hui la cybercriminalité et les rançongiciels, qui est un des sujets de fraude externe, qui concerne quand même pas mal d'entreprises. Et est-ce que ça continue de progresser, cette cybercriminalité ? Oui, malheureusement, et ça ne va pas s'arrêter, puisque effectivement il y a une technicité, donc il y a à la fois l'imagination et puis les capacités techniques des fraudeurs, des hackers qui sont de plus en plus perfectionnées. Et même si en parallèle, les entreprises sont beaucoup plus au fait de ce risque-là et donc sécurisent leur environnement, forment aussi leur personnel, parce qu'il faut aussi, dans ces attaques cyber, il y a aussi un point d'entrée qui peut être un collaborateur qui va rentrer ses codes sur un lien malveillant. Et donc oui, ça continue. Sur les rançongiciels, on a vu des politiques différentes suivant les entreprises, celles qui préfèrent payer, celles qui préfèrent être complètement désorganisées. Un mot de définition peut-être sur le rançongiciel, c'est quoi exactement le ransomware ou rançongiciel ? C'est un hacker qui va en fait bloquer le système informatique d'une entreprise, et donc elle n'aura plus accès aux ordinateurs pour exercer son activité quotidienne, elle sera totalement paralysée
par le blocage de ses services informatiques et le hacker exige le paiement d'une forte somme d'argent en promettant de libérer, dès qu'il sera payé, les systèmes pour que l'entreprise puisse reprendre son activité. Et donc là, évidemment, il y a un dilemme parce que céder, c'est donner de l'argent à des criminels et puis encourager quelque part ce type de criminalité. Et puis ne pas céder, c'est prendre le risque non seulement de rester bloqué, mais parfois la menace, c'est de détruire définitivement les archives, les données. Donc c'est vrai que là, heureusement, il y a les autorités françaises et internationales qui coopèrent et qui créent des cellules de crise pour intervenir très vite et être présents aux côtés de l'entreprise pour essayer de débloquer en fait sans avoir à payer. Mais ça nécessite que du côté des autorités, il y ait la même technicité et donc des agents extrêmement compétents pour arriver à débloquer ce qui a été verrouillé par les criminels. Virginie, un mot en complément. Et dans le dilemme, vous conseillez payer, pas payer? Alors, nous, on va conseiller de ne pas payer. Mais ce déni de service, il est très dangereux. Alors, au niveau d'une entreprise, ça peut être une perte de chiffre d'affaires parce que pendant X temps, il n'y aura plus accès à ces services en ligne, quels qu'ils soient. Mais je rappelle que les dernières attaques qui ont défrayé la chronique concernaient des hôpitaux. Et donc là, le déni de service dans un hôpital, c'est quand même largement plus inquiétant. En plus, ce sont des données de santé qui sont hackées. Donc des données personnelles, hautement confidentielles. Donc ça, c'est beaucoup plus dangereux. Alors là, effectivement, il y a le jeu du temps. En principe, on dirait il ne faut pas payer, mais là, devant l'urgence, que faut-il vraiment faire? J'ai une petite question là de nos auditeurs. Peut-être Alice ou Luc, pouvez-vous distinguer de façon concrète une fraude et un détournement? Alors, est-ce que les détournements sont compris dans la fraude? Moi, c'est ce que j'aurais cru. Mais... C'est ça. En fait, la fraude, donc, c'est toute activité malhonnête, intentionnelle pour récupérer un bénéfice direct ou indirect. Et le détournement, que ce soit du détournement d'argent ou du détournement d'actifs, donc concrètement, on va récupérer du matériel ou du stock de l'entreprise, c'est une forme de fraude. Fraude, c'est vraiment le terme générique qui recouvre tous les types de malversations. Oui, je crois qu'il y a dans la fraude, il y a aussi l'aspect falsification de la donnée. Et quand Alice évoquait tout à l'heure les questions environnementales, on voit bien que c'est un sujet de préoccupation pour nous, parce que quand l'information environnementale devient une information qui doit être publiée en même temps que l'information financière, il peut y avoir fraude sur ces informations sans qu'il y ait détournement d'actifs. J'ai en tête, pour moi c'est quasiment la première fraude de ce type-là que j'ai pu rencontrer, une major pétrolière il y a quelques années qui avait gonflé le montant, enfin, ou le niveau de ses réserves pétrolières. C'était une information, c'était une fraude, c'était une information essentielle à la compréhension de sa situation dans le cadre ou par comparaison avec ses compétiteurs. Ce n'était pas un détournement. Donc on voit bien que c'est de l'information qui est modifiée, qui est falsifiée en vue d'obtenir un avantage. Pour autant, ça ne se traduit pas par un détournement de fonds ou d'actifs. Oui, si je peux me permettre d'ajouter, on classe souvent la fraude sous 3 grandes catégories. Donc le détournement d'actifs, qui est le plus fréquent et qui unitairement coûte peut-être un peu moins cher parce qu'il est moins ingénieux. On a tout ce qui est fraude à l'information financière, parmi lesquels on trouve aussi les délits d'initiés, par exemple. Donc là, effectivement, toute l'information comptable, mais aussi toute l'information extra-comptable. Et puis tout ce qui est corruption. Souvent, il y a ce classement un petit peu différent. Je voudrais qu'on aborde les façons de se prémunir de ces fraudes. Alors peut-être, Jean-Marie, très concrètement, qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise pour essayer de réduire les risques? D'abord, suite à cet événement de 2011, ce que l'on avait mis en place chez Suez Environnement, c'était une sensibilisation de l'intégralité de celles et de ceux qui touchent à l'argent. J'entends tous les services financiers, tous les services comptables, tous ceux qui payent et qui sont susceptibles de recevoir des factures. Et ce que l'on a fait, parce que 2011, mais il y en avait eu avant, mais à partir de 2011, on se rend bien compte que c'est quelque chose qui va être en expansion et l'avenir ne l'a pas démenti.
Donc systématiquement, c'est sensibiliser. Et sensibiliser en permanence, c'est un peu le mythe de Sisyphe. Il faut pousser le rocher en permanence parce que sinon, il va vous emporter. Donc, ce que j'ai fait chez Suez Environnement, je l'ai fait ensuite chez Casino. On a mis en place cette procédure. C'est une procédure très simple. En tout cas, il y en a plusieurs, mais la première était bien celle-ci. Lorsque je suis arrivé en 2013, c'est une toute petite procédure, 3-4 personnes qui informent en permanence, et ça se fait par mail, c'est très rapide, qui informent en permanence toutes celles et tous ceux qui perçoivent de l'argent, qui envoient de l'argent, qui payent des factures, en leur indiquant en permanence, d'abord en leur expliquant ce qu'est la fraude et quelle forme elle peut prendre, et puis d'autre part en leur indiquant qu'à chaque fois qu'ils sont confrontés à quelque chose qui retient leur attention, qui les interpelle, systématiquement de le faire remonter. Et ça marche bien. Et depuis 2013, ça monte et ça descend en permanence. À l'ensemble, c'est instantané. Donc, ce qui fait que lorsqu'on voit de nouveaux modes opératoires, ils sont systématiquement décelés et portés à la connaissance de tous. Ça marche. Je touche du bois, mais ça marche. Ça permet de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs. Ce que l'on met également en place, c'est les reportings trimestriels. Nous avons beaucoup de magasins, donc nous avons de la démarque inconnue, c'est-à-dire des clients indélicats, ça peut arriver, malheureusement. Et donc on regarde, on a un reporting qui est à la charge de toutes les entités du groupe, de façon à voir comment ça évolue. Et lorsqu'on voit des choses un peu astucieuses, de la même façon, c'est partagé. Donc ça croise, ça descend, ça monte et ça croise en permanence. Et je dois dire que s'il y avait un maître mot à retenir de cette conférence, c'est vraiment la sensibilisation permanente de l'ensemble des équipes. Ce qu'il convient de faire également, c'est pas suffisant, mais ça a été abordé par mes collègues, c'est tout ce qui est sécurité informatique. Ça, c'est absolument indispensable. Sachez que 80 à 90% de la population, et c'est vrai non seulement en France mais à l'étranger, dispose d'un même mot de passe pour toutes leurs applications. Il faut le savoir. Donc les mots de passe sont régulièrement changés, les mots de passe sont sophistiqués. Nous avons mis en place des politiques qui, entre autres, nous interdisent de nous connecter dans des lieux publics, dans la mesure où, notamment dans les aéroports, dans les gares et autres, où nos données peuvent être connectées, de ne pas nous connecter sur des adresses Internet publiques. Nous avons également des politiques qui nous conduisent à ne pas mettre 50 personnes en copie lorsque nous envoyons un mail. Nous avons des politiques qui nous conduisent à ne pas mettre de nom d'entreprise dans les mots de passe, etc., etc. Mais ça, on le fait en permanence. Voilà, c'est ce genre de procédure que nous mettons en place pour prévenir la fraude et sensibiliser l'ensemble de nos collaborateurs. Je voudrais dire un mot sur les ransomware. 2 observations. Alors, effectivement, on peut se dire qu'il ne faut pas payer. Le problème aujourd'hui que je vois en tant que juriste, d'abord, un problème, c'est que généralement, c'est difficile d'aller chercher les fraudeurs, d'autant qu'ils sont établis dans des pays étrangers et parfois avec la complicité d'organisations gouvernementales. Et ces fraudeurs, vous allez les payer en crypto-monnaie. Donc, vous n'allez pas les retrouver. Et la deuxième chose que je voudrais dire, c'est que le droit est en retard par rapport à la cybercriminalité. Le droit ne permet pas d'aller aussi vite que la cybercriminalité. Le droit s'arrête aux frontières. Parfois, il dépasse les frontières lorsqu'il y a des accords de coopération entre les États, mais le droit ne va pas aussi vite. Et il faut vraiment le savoir. Virginie, en complément, peut-être, qu'est-ce que vous conseillez à vos élèves, hein, et si vous deviez donner quelques conseils concrets, qu'est-ce que ce serait pour essayer de repousser la fraude? Alors, la sensibilisation, la communication, on est tout à fait d'accord. L'autre jour, je suis rentrée dans le siège social d'une banque et il y avait un petit flyer dans l'ascenseur sur « Ne cliquez pas sur n'importe quel message, vérifiez que les gens qui vous envoient des mails soient bien des gens connus, n'hésitez pas à faire un double check et à réécrire aux gens. » Donc ça, vous voyez, et c'était placardé directement dans l'ascenseur à destination de tout le monde, donc effectivement, la sensibilisation, je suis tout à fait d'accord. La communication, ça me semble important. Il faut que les gens soient avertis que la fraude existe et qu'elle peut même exister à l'intérieur de l'organisation, à l'intérieur de votre service et peut-être même votre voisin de table.
Alors c'est assez affreux, hein, on ne va pas non plus être suspicieux tout le temps, mais je pense que c'est vraiment important que le tabou se lève, qu'il y ait des discussions autour de ce sujet. Alors je connais même des entreprises, au dire de mes stagiaires, qui communiquent sur des cas de fraude avérés dans l'entreprise. Alors évidemment, ils ne donnent pas tous les détails, il ne faudrait pas donner des idées aux autres, mais qui clairement racontent un cas de fraude, très légèrement, et expliquent aussi que, alors évidemment, le salarié n'est pas nommé, mais expliquent aussi les sanctions que ce salarié a encourues, au-delà du licenciement. Parce que notre préconisation, c'est en effet que les entreprises aillent jusqu'au pénal lorsqu'ils découvrent des fraudes. Ça nous semble interne, hein, bien sûr, et externe. Donc la communication, la communication, la communication, et évidemment la formation. C'est évident qu'il faut être en capacité de détecter, d'être vigilant. Voilà. Donc ça me semble un point essentiel. Évidemment, au-delà de tous les processus classiques, hein, on va évidemment parler d'avoir un contrôle interne robuste, d'avoir une délégation des signatures claires, d'avoir une séparation des tâches, d'avoir une sécurité numérique, hein, de ne pas laisser traîner le mot de passe de son ordinateur sur un petit post-it. Enfin, ça, ce sont des préconisations très classiques, tout le monde va vous le dire. Mais je pense que vraiment, il faut générer une acculturation. Il faut vraiment que les gens se disent qu'il faut travailler dans un environnement éthique, sain, message véhiculé bien sûr par toute la hiérarchie, hein, il faut être exemplaire à tous les niveaux, de manière à ce que vraiment tout le monde travaille dans un environnement où la fraude sera impardonnable. Jean-Marie voulait réagir sur ces conseils. Oui, mais deux choses très très rapides. La première, pour rebondir, c'est que vous avez raison, la sanction doit être immédiate. Lorsque j'anime des séances de formation, évidemment sous couvert de l'anonymat, puisque la loi Sapin 2 nous y oblige, et de toute façon, nous la respectons pleinement. Lorsque nous sommes confrontés à un sujet comme ça en interne, la sanction elle est immédiate. C'est licenciement pour faute lourde et dépôt de plainte. Et nous faisons condamner systématiquement les salariés qui mettent la main dans le pot de confiture, pour reprendre une expression triviale. Mais systématiquement, beaucoup d'entreprises ne le font pas. Beaucoup d'entreprises n'aiment pas avoir leur nom dans les prétoires et donc ne déposent pas plainte. Nous, c'est systématique. Et croyez-moi, ça fonctionne lorsque nous animons des séances de formation. D'abord, bien souvent, celles et ceux à qui s'adressent ces informations, ces formations reconnaissent des choses dont elles ont entendu parler. Elles se rendent bien compte que l'entreprise est très sévère, mais justement sévère. Je voudrais reprendre un autre exemple auquel j'ai été confronté. C'était en 2005 à propos d'un cas de fraude. Je vais être très très rapide. C'était l'un des dirigeants du groupe Suez. C'est dans le domaine public. Il y a eu plusieurs décisions de rendu. L'un des grands dirigeants du groupe Suez Environnement avait eu la bonne idée de vouloir reprendre le pôle propreté de ce groupe. Mais il n'avait pas l'argent pour le faire. C'était un dirigeant absolument charismatique. C'était un dirigeant compétent et c'était vraiment un dirigeant adulé. Il lui est venu un jour l'idée de constituer une structure. C'est en 2005, on ne s'en aperçoit pas immédiatement. Il constitue une structure et cette structure va être rachetée par une autre société de son empire dans le domaine de la propreté et cette société est rachetée pour un montant de plus de 4 millions d'euros. La première structure avait été constituée par différentes sociétés et lui se cachait derrière. Donc, la première société a été vendue au bénéfice de cette seconde société et nous avons vu arriver dans l'empire du groupe Suez une structure que nous ne connaissions pas, à ceci près il y avait une procédure en place qui exigeait que tout montant d'investissement supérieur à 1 million fasse l'objet d'une présentation en comité d'investissement. Cette acquisition n'ayant pas respecté la procédure qui était en place, un audit a été lancé et a conduit à se rendre compte qu'effectivement, il y avait une fraude. Donc, nous avons déposé plainte pour abus de biens sociaux, etc., licenciement pour faute lourde immédiat et dépôt de plainte pour abus de biens sociaux. Il a été condamné en première instance, il a été condamné en appel et la décision d'appel a été confirmée par la Cour de cassation. Donc, ce n'est pas seulement parfois un petit salarié. Ce n'est pas toujours un subalterne, ça peut être également un très grand dirigeant avec une idée bien précise. Il pensait récupérer de l'argent pour constituer un tour de table et reprendre le pôle propreté du groupe Suez. Il y a plusieurs questions de notre auditoire sur
les collaborateurs susceptibles de les dénoncer. Alors si je vous... les fraudeurs tentent quasi généralement de dénigrer les collaborateurs qui sont susceptibles de les dénoncer. Quelle est l'importance des whistleblowers? Alors là, il y a tout un débat aussi sur comment est-ce qu'on doit les appeler. Quelqu'un le traduit par dénonciateur. Moi, j'aurais pas employé ça. Non, c'est lanceur d'alerte. Lanceur d'alerte, ce sera plus joli. Alors, concrètement, quelle place peut-on donner aux lanceurs d'alerte? Est-ce qu'il doit... quelle procédure? Est-ce qu'on peut mettre en place des procédures pour les entendre? Comment ça marche pour qu'ils ne soient pas dénigrés comme dénonce, comme dit un auditeur? Je vais commencer, puis vous compléterez. D'abord, dans le cadre de la loi Sapin 2 de 2017, les lanceurs, enfin applicable en 2017, loi de fin 2016, les lanceurs d'alerte bénéficient d'une totale protection. Au sein du groupe Casino, par exemple, nous avons tous les compliance officers ont disposent d'une ligne sécurisée qui n'est accessible qu'à eux. Aucun informaticien, aucun autre collaborateur n'a accès à cette ligne sécurisée. Et sur cette ligne sécurisée, qui est connue, chaque compliance officer dispose d'une ligne sécurisée pour son entité, et cette ligne sécurisée est connue de tous les collaborateurs de cette entité. Donc un collaborateur que nous appelons lanceur d'alerte peut parfaitement mobiliser un compliance officer pour lui faire un signalement. Et à partir de là, il y a une enquête qui va démarrer et qui va être conduite par les compliance officers. Mais à aucun moment, je dis bien à aucun moment, le lanceur d'alerte ne sera connu de d'autres personnes que le compliance officer. À aucun moment, jamais il ne pourra dévoiler qui a mentionné ce signalement. Virginie, face à votre mou sceptique, je suis contrainte de vous donner la parole. Alors, on est d'accord, sur le plan juridique, il y a protection du lanceur d'alerte. Ensuite, quand on va rentrer dans une procédure d'investigation, il n'est pas rare que finalement, le lanceur d'alerte soit auditionné, écouté, et que parfois, son identité transparaisse. Alors pour vous donner notre expérience au quotidien, nous, on intervient effectivement dans un certain nombre d'investigations qui font suite à des alertes lancées en interne. Alors déjà, un petit aparté avant de continuer. Moi, ce terme de dénonciation, il est très français, il est très péjoratif, mais concrètement, l'enquête de l'RMS montre que la très grande majorité des tentatives de fraude sont bloquées par la vigilance des collaborateurs. Donc la vigilance et la préservation des intérêts de l'entreprise, c'est quand même des choses qui doivent être mises en avant en interne plutôt que ce terme péjoratif de dénonciation. Et donc si on revient sur les alertes, moi j'ai quand même au quotidien des cas où déjà on voit chez nos clients des systèmes d'alerte qui sont anonymes, c'est-à-dire que même la personne qui reçoit l'alerte ne sait pas l'identité, le nom du collaborateur ou du partenaire de l'entreprise qui a formulé l'alerte. Après, dans d'autres cas, il peut révéler son identité, ce qui est concrètement beaucoup plus pratique parce que ça permet d'avoir un échange et d'avoir des détails sur les faits et donc d'aller enquêter avec une base déjà un petit peu concrète. Et moi, je le vois, on prend énormément de précautions parce que nous sommes mis dans le secret puisque nous rencontrons le lanceur d'alerte pour avoir des éléments qui vont nous permettre d'enquêter. Mais il y a vraiment une protection totale. On prend beaucoup de précautions, nous, dans la suite de nos travaux, dans les autres entretiens, dans la rédaction de nos rapports, pour qu'ils ne puissent pas être identifiés. Donc ça passe aussi par l'anonymisation de nos rapports où son nom ne va jamais être mentionné. Donc je suis d'accord, dans certaines configurations, c'est compliqué parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut être au courant des faits. Donc matériellement, c'est difficile de le cacher. Mais je vois en tout cas chez mes clients une volonté vraiment forte de les protéger, de les assister aussi parce que c'est dur psychologiquement de parfois dire des choses sur ses collègues, parfois des collègues qu'on estime beaucoup. Donc il y a aussi cette volonté de les accompagner, de les préserver dans ce processus d'enquête. Moi, je voudrais ajouter que toutes les entreprises ne sont pas des grosses structures assujettis à Sapin 2, avec un dispositif d'alerte professionnelle, et que le tissu économique français est quand même rempli de PME où il n'y a pas tout ça. Donc la question, c'est quand on a un soupçon, qu'est-ce qu'on fait? On va en parler, où peut-on aller en discuter? Et que très souvent, ça n'est pas via un dispositif anonymisé, mais via une discussion autour d'un café en disant « Ah, c'est un peu bizarre, elle a changé de mode de vie, cette dame, oh là là, elle a une super Jaguar ». Enfin, ça peut aussi venir
d'autres choses. Il ne faut pas oublier ce tissu économique français qui n'a pas ni les moyens de mettre du contrôle interne renforcé, ni de faire appel à des investigateurs externes. Voilà. Alors, visiblement, peut-être un dernier point, parce que nos éditeurs sont très, très soucieux de ce point des lanceurs d'alerte, et convaincus, alors je repose la question puisqu'ils insistent, convaincus que certains ayant dénoncé des faits graves ont tous été virés, harcelés, exposés. Alors la question précise est, la loi Sapin 2 protège-t-elle vraiment la personne qui s'expose pour dénoncer des corruptions ou malversations ? J'ai envie peut-être de préciser la question. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place vraiment très concrètement pour limiter ce risque ? Vous avez évoqué plusieurs pistes. Quel est votre 100% anonyme ? On essaye d'éviter la chaîne hiérarchique. C'est quoi le conseil ? Oui, alors quand il y a un mécanisme de lancement d'alerte, il est certain qu'il doit être organisé de manière à éviter, dans la mesure du possible, de passer par la chaîne hiérarchique, sinon ça n'est pas très effectif, ça ne donne pas les résultats souhaités. Mais ce type d'organisation est bien compris et a été mis en place par tous ceux qui utilisent des systèmes de lancement d'alerte. 100% anonymat ou pas, je crois que c'était au choix du lanceur d'alerte. L'anonymat a l'avantage évidemment de protéger la personne qui lance l'alerte. Il a effectivement l'inconvénient pour nous qui faisons les investigations de ne pas pouvoir aller au-delà de la première information. Et bien souvent, on se pose des questions, parce que même quand on va vérifier, même quand on va investiguer ce qui est dénoncé, c'est assez difficile. D'autant plus que assez fréquemment, ces dénonciations font état de systèmes, ce que j'appelle des systèmes triangulaires, c'est-à-dire qui impliquent quelqu'un d'extérieur qui participe à la commission de la fraude pour pouvoir entrer au service de l'entreprise et qui verse une rétrocommission à tel ou tel salarié. Donc, ce sont des situations qui peuvent s'avérer extrêmement difficiles à qualifier et quantifier. Et l'anonymat ne permet pas toujours d'aller jusqu'au bout. Alors, quant au fait de savoir si les salariés sont harcelés, alors peut-être que d'autres ont d'autres expériences, mais pour ma part, je l'avais pas vu. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en très forte diminution. Je fais référence à ce que disait Jean-Marie. C'est quelque chose qui, enfin, la promotion de la lutte contre la fraude à tout niveau. C'est-à-dire que c'est top of the top. Fait que c'est quelque chose qu'on rencontre de moins en moins, à mon sens. Mais... Alice, alors oui, effectivement, moi, ce que je peux constater, c'est que l'état d'esprit est quand même en train de changer, que les lanceurs d'alerte sont peut-être plus pris au sérieux, plus écoutés et moins considérés comme des empêcheurs de tourner en rond, voire des gens aigris qui veulent se venger. L'un n'empêche pas l'autre. D'ailleurs, quelqu'un d'aigri peut dénoncer des faits réels. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a en tête, qu'on peut avoir face à nous quelqu'un qui est plein de ressentiment, mais qui fait quand même part de choses graves. Non, ce que je voulais dire par rapport aux bonnes pratiques, une manière aussi de protéger les lanceurs d'alerte, c'est de faire en sorte que ceux qui vont travailler sur le sujet ne sont pas ni ses collègues, ni sa hiérarchie. Et donc, on voit en entreprise, parmi les bonnes pratiques, une séparation des tâches et de l'organisation. Donc, par exemple, si la fraude concerne le service juridique, bien évidemment, ça ne va pas être le directeur juridique qui va être impliqué dans les travaux. Si ça concerne le PDG, ça ne va plus être ses subalternes, enfin ses subordonnés qui vont s'en occuper. Ça va être les administrateurs qui prennent le relais par le biais des comités d'audit, par exemple. Si l'entreprise évalue que personne en interne n'a une objectivité et une distance nécessaires, ça peut être aussi les moments où nous, on est sollicité parce qu'on arrive avec un œil externe et qu'on propose une certaine forme de neutralité qui va faciliter pour le lanceur d'alerte, qui va diminuer la pression, en fait, puisque nous, on n'a aucun lien avec lui au préalable. Donc, l'organisation du dispositif d'enquête sur l'alerte permet aussi de baisser la pression sur la personne qui en est à l'origine. Je pense du coup qu'il est important, si la taille de l'entreprise le permet, qu'il y ait un département conformité qui soit directement rattaché au CEO et qui, lui, pourra être la personne à qui on peut discuter et révéler différents faits suspicieux.
Et effectivement, dans certains cas, éviter la chaîne hiérarchique classique, parce qu'en fait, quand on va suspecter cette fraude, on ne peut pas imaginer s'il y a des collusions internes et à quel niveau. Alors Jean-Marie l'a abordé tout à l'heure, mais peut-être un mot-clé, si fraude avérée, on fait quoi? Si fraude, d'abord, même si pas fraude avérée, si signalement, il y a nécessairement investigation. Nécessairement. Vous pouvez pas. De toute façon, c'est une obligation faite par la loi Sapin 2. À partir du moment où vous avez un lanceur d'alerte qui vous mobilise, vous devez donner suite. Parce que si vous ne donnez pas suite, à ce moment-là, de toute façon, au bout d'un certain temps, il peut se tourner vers la justice et dénoncer les faits publiquement. Donc vous avez tout intérêt à gérer efficacement le signalement et mener les investigations qu'il convient de nommer. Je voudrais revenir 10 secondes sur ce qui est, pour compléter le point précédent. C'est que, d'abord, je déplore que des lanceurs d'alerte puissent faire l'objet de rétorsion. Ça, je le déplore fermement. Nous indiquons, nous avons une procédure de recueil des signalements qui est publiée sur tous les panneaux d'affichage prévus à cet effet, en indiquant bien que l'identité du lanceur d'alerte, elle ne sera jamais divulguée. Jamais, au grand jamais. Et de toute façon, tous les compliance officers du groupe Casino signent avec moi un accord de confidentialité, au terme duquel je leur rappelle qu'ils s'exposent pénalement s'ils venaient à le faire. Donc pour revenir au sujet des investigations, oui, il faut mener des investigations, mais dans le strict respect des règles qui s'appliquent. S'il faut faire constater par huissier, on fait constater par huissier. S'il faut prendre des conseils, nous prenons des conseils, parce que nous ne pouvons pas mener toutes les enquêtes comme pourraient les mener les services de police ou un juge d'instruction demandant que des services agissent sur commission de rogatoire ou autre. Mais systématiquement, il y a enquête, bien sûr. Et il y a conclusion. Donc la fraude, le signalement est avéré. Je préfère d'ailleurs le terme signalement à fraude ou autre. Le signalement est avéré ou il n'est pas avéré. Si le signalement n'est pas avéré, à ce moment-là, nous avons l'obligation, toujours dans le cadre de Sapin 2, de détruire et d'anonymiser et de détruire tout l'ensemble des documents dans un délai très très court. Si les faits sont avérés, à ce moment-là, il y a une suite judiciaire qui s'enclenche. Luc, vous vouliez réagir? Sur un point de détail sur la suite, cette question de la destruction des signalements est une question qui est largement débattue dans les entreprises, parce qu'elle pose évidemment une difficulté qui est comment faire la preuve a posteriori du fait qu'une investigation a été menée et de la façon dont elle a été conclue. Alors là, il y a des contradictions de textes législatifs sur le sujet et entre, j'allais dire, les besoins de pouvoir se défendre éventuellement ultérieurement et les prescriptions de la CNIL en particulier sur le fait de ne pas conserver les données au-delà de ce qui est absolument nécessaire. Et donc là, les entreprises ont effectivement des réactions différentes puisque la difficulté est encore une fois non seulement de la confrontation de textes en France, mais aussi éventuellement de la confrontation de textes entre la France et d'autres pays. Quand vous devez vous justifier devant la justice américaine d'avoir fait ou pas fait telle ou telle diligence, il est certain qu'il vaut mieux pouvoir avoir la capacité à faire la démonstration de ce qui a été fait. Donc c'est juste sur ce point-là que je voulais préciser qu'en dépit de ces il y a un débat obligations, et on vous pose la question là justement, combien de temps il faut conserver d'après vous, peut-être un conseil, hein? Alice? C'est très compliqué, effectivement, et la plupart de nos clients sont encore dans la définition de la durée idéale. Moi, je pensais, alors, pour sortir un peu du cadre de la fraude, mais la récidive, notamment sur les alertes qui concernent des comportements RH, avec des situations de harcèlement, on voit parfois des personnes qui vont être mises en cause une fois, puis quelques années plus tard une autre fois, puis quelques années plus tard une autre fois. Et si on traite chaque alerte de manière totalement indépendante parce qu'on a oublié désarchiver, supprimer les précédentes, on perd quelque chose de la réalité de comportement. Et donc c'est aussi problématique sur ce sujet-là pour garder l'ancienneté, la trace d'alerte qui concerne soit des services, soit des activités, soit des personnes. Compliqué, pas de réponse claire, si je résume. Non, mais il peut y avoir des réponses. Dans le cas de harcèlement, par exemple, si vous avez un cas de harcèlement, il peut donner lieu à un avertissement. L'avertissement, il est conservé dans le dossier RH. Hein.
Au deuxième avertissement, au troisième avertissement, je ne sais pas. Au deuxième avertissement, ça peut être la porte. Hein, j'ai en tête des cas où les alertes ont été classées. C'est pas forcément toujours aussi simple que ça. Bon, on arrive à la conclusion de cette table ronde, donc je vais vous ramener au cœur du sujet. Si on devait retenir un message fort de ces échanges, une chose que vous voulez que nos éditeurs mettent en place, n'oublie pas, qu'est-ce que vous leur diriez, Jean-Marie ? Je vais me répéter, mais surtout ne jamais baisser la garde et continuer de sensibiliser et communiquer dans l'entreprise. Indispensable, parce que ça ne va pas s'arrêter. Au contraire. Luc ? Moi, je reviendrai à mon propos introductif. La fraude intervient dans toute organisation, à tout moment, en tout lieu et par toute personne. Et il n'y a pas de limite à la créativité, à l'imagination du fraudeur qui en général, quand on parle de fraude interne essentiellement avec des tournements, mais c'est la même chose pour la fraude externe, qui utilise, quand le besoin s'en fait sentir ou quand la pression est exercée, qui utilise des opportunités, et les opportunités, elles sont évidemment extrêmement variables en fonction des activités et des organisations. Et donc, la créativité sans limite. Alice ? Moi, je voudrais peut-être... on a parlé beaucoup de culture, de l'antifraude et du fait qu'il faut sensibiliser les collaborateurs. Je pense que ce qu'on appelle en anglais le tone of the top, mais tout simplement l'exemplarité des dirigeants est importante, puisque finalement, ça diffuse dans l'entreprise un état d'esprit qui est qu'à la fois, on ne s'autorise pas des écarts et puis qu'on est vigilant sur les signes. Virginie, en conclusion de la conclusion. Il ne me reste pas grand-chose à dire, puisque de toute façon, tout a été dit. Je pense qu'il faut effectivement réduire les facteurs d'opportunité par des processus fermes. Il faut éviter la pression, mettre un sentiment au travail un petit peu dans la confiance quand même. Il ne faut pas non plus que tout le monde pense que tout le monde est fraudeur et que le monde est noir. Donc je pense qu'il faut quand même essayer de réinstaurer une confiance mutuelle au sein de l'organisation grâce à peut-être des ateliers, des communications, des formations. Et puis, il faut essayer aussi, dans ces ateliers, de promouvoir l'éthique en général, même si, on l'a vu, le crime organisé, bien, vous pouvez diffuser tout ce que vous voulez sur l'éthique, ils iront toujours vous chercher et chercher votre argent. Mais voilà, je pense que, petit mot un petit peu plus positif, se dire, attention, les fraudeurs, ça n'est pas l'ensemble de la population. Essayons de vivre sereinement en libérant la parole sur le sujet pour qu'on lutte efficacement contre la fraude. Merci beaucoup pour ces échanges. Merci Jean-Marie Gauvin donc pour le groupe Casino, Virginie Srecki pour l'Université Paris-Dauphine PSL. Et puis je vous garde, Luc et Alice, pour quelques questions supplémentaires. On va vous emmener dans le détail des investigations des fraudes. Alors on enchaîne, Luc et Alice. C'est vrai que je disais que je voulais qu'on rentre un peu dans le détail. On a bien compris qu'à un moment il fallait lancer une enquête. Très concrètement, comment ça va se dérouler, une enquête interne, quand vous arrivez dans une entreprise? Alors, comment ça démarre? On l'a déjà abordé, mais Alice, peut-être vous, quand vous recevez votre premier coup de fil, comment ça se passe? Alors déjà, ça peut démarrer de plusieurs sources différentes. On a parlé des alertes, mais ça peut être une perquisition d'une autorité. Donc l'entreprise n'est absolument pas au courant qu'il y a un problème chez elle, et puis tout d'un coup, elle voit les officiers qui débarquent. Ça peut être aussi un contrôle interne qui a tout d'un coup un indicateur bizarre qui clignote et puis ça met la puce à l'oreille. Donc quand l'entreprise nous contacte, elle a déjà un soupçon, mais elle ne connaît pas l'ampleur du problème, elle ne connaît pas la gravité du problème, elle ne sait pas forcément qui est concerné. Donc parfois, notamment parce qu'il y a une alerte qui peut être très précise, elle a des éléments, mais la plupart du temps, elle ne sait pas. Donc nous, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est essayer de définir vraiment le périmètre sur lequel il faut qu'on travaille et ajuster aussi le périmètre au risque potentiel.
parce que l'enjeu réputationnel peut être très fort. À ce moment-là, il y a des précautions à prendre, parce qu'il peut y avoir une problématique juridique qui nécessite qu'il y ait tout de suite un avocat dans la boucle et qu'on travaille en binôme avec des avocats. Et donc, nous, on va réfléchir à l'entreprise, à qui va intervenir, sur quel calendrier. Est-ce qu'on a besoin de mobiliser une équipe vraiment très importante sur un temps très court, ou est-ce qu'au contraire, on se donne un petit peu le temps de voir venir. Et puis, on va définir avec eux quelle est l'urgence, quelle est la gravité, quelles sont les personnes en interne qui vont être au courant et qui vont être impliquées pour définir vraiment le dispositif qu'il faut mettre en place. Ça va durer combien de temps en général ? Ça peut durer, c'est rarement moins d'un mois, parce qu'il faut vraiment le temps de mettre en place le dispositif, de faire les travaux et ensuite de finaliser nos analyses. Et ça peut durer 6 mois, 1 an. Je dis souvent à mes clients, une investigation, on sait quand ça commence, on sait d'où ça démarre, mais on ne sait pas où ça nous mène. Et quand on commence à tirer le fil, parfois, on tombe sur des choses qu'on n'avait pas soupçonnées et qui vont être suffisamment sérieuses pour que nos clients veuillent qu'on approfondisse. Et puis, il y a une partie aussi analyse de données qui peut être très significative, parce que nous, évidemment, on va passer... on a plusieurs travaux qu'on va pouvoir mettre en place, mais la base, ça va être de récupérer les données intéressantes avec la profondeur, c'est-à-dire l'ancienneté qui est utile si on a une fraude qui s'est étalée sur 10 ans et qu'il faut aller creuser dans les archives comptables, financières, de production, dans les emails sur 10 ans. Bien évidemment, l'analyse va être longue. Ce que j'allais vous dire, vous travaillez sur tout type de documents, tout type de données. Est-ce qu'on vous imagine avec des écoutes téléphoniques ? Enfin, sur quoi est-ce que vous basez en fait ? Alors, les écoutes téléphoniques, ça ne le fait pas. C'est une prérogative uniquement de la police, et heureusement. Sauf dans un cas qui est l'environnement des marchés financiers où les opérateurs sont sur bande enregistrée. C'est-à-dire que leur téléphone professionnel est systématiquement enregistré et archivé. Et donc là, on peut avoir à retracer des opérations boursières, des ordres d'achat, des ordres de vente, et donc écouter les bandes. Mais sinon, non, on n'est pas sur écoute. Nous, on n'a pas de prérogative de police. Par contre, on a tout le périmètre des éléments dont l'entreprise est elle-même en possession. Donc ça va être tout ce qui est les ERP de gestion, comptable, financier, qui nous apportent des données. Ça va être les boîtes mail, évidemment, qui maintenant est une source très importante d'informations pour comprendre comment les choses se sont faites, pour comprendre les interlocuteurs. Mais nous, on va aussi procéder beaucoup par entretien. Parce que c'est comme ça qu'on arrive à comprendre vraiment comment est organisée l'activité. Et donc, on va rencontrer soit des témoins, soit les personnes visées par l'alerte elle-même pour qu'elles puissent s'expliquer. Et puis on s'arrête au périmètre de l'entreprise, donc ce qui veut dire que pour tout ce qui va être l'extérieur, donc si c'est des fraudeurs externes, là il va falloir que l'entreprise porte plainte. C'est aussi l'avantage de la plainte, c'est qu'à ce moment-là, les services de police prennent le relais sur ce qui est à l'extérieur de l'entreprise. Luc, quand est-ce que tout ça c'est fini ? Quand est-ce que l'enquête et quand est-ce que vous décidez que vous êtes arrivé au bout de la pelote, pour reprendre l'expression d'Alice ? Eh bien, c'est quand l'ensemble de ces travaux sont réalisés, sachant qu'il ne faut pas croire que toutes les enquêtes se terminent par le constat de l'existence d'une fraude ou d'un détournement ou d'une corruption. Dans un assez grand nombre de cas, il s'avère que on a des indices, mais on n'a pas totalement la preuve, on n'a pas comme on dit en bon français, le smoking gun, qui permet d'identifier le fraudeur et le montant pour lequel il a fraudé. Pour nous, l'enquête se termine par, le plus souvent, quand on a mené tous les travaux qui pouvaient être faits et qu'on remet notre rapport détaillant l'ensemble des travaux qui ont été réalisés. Alors, ce sujet du rapport est un sujet extrêmement sensible pour nous dans ces situations. C'est particulièrement sensible dans les cas où on investigue des sujets de corruption. Parce que à partir du moment où on remet un rapport, de manière très officielle, l'entreprise est au courant
et elle ne peut pas nier qu'elle est au courant de l'existence d'un document qui lui signale qui, comment, quoi et dans quel, et avec quel résultat. Et donc c'est la raison pour laquelle très souvent nous intervenons ce qu'on appelle sous couvert d'avocat, qui assure un filtre entre l'entreprise et nos travaux, puisqu'il bénéficie du privilège d'avocat et de la confidentialité des échanges entre clients et avocats. Et il nous est déjà arrivé de faire des travaux, émettre un rapport, mais ne jamais le remettre, puisque l'entreprise a préféré ne pas recevoir le rapport, compte tenu ayant connaissance de nos conclusions, a préféré ne pas recevoir le rapport, de manière à avoir le temps de prendre des dispositions. D'autant plus que il faut toujours avoir un regard un peu global sur le sujet. Certaines législations nationales obligent les entreprises, à partir du moment où elles ont communication d'un rapport qui leur décrit tel et tel événement, d'agir, et d'agir dans des délais qui sont très brefs. La Belgique, en particulier, prévoit que, à partir du moment où vous mettez en cause une personne, vous avez 3 jours pour agir contre la personne en question ou prendre une décision et lui communiquer les conclusions. Donc c'est très court. D'autres pays, c'est un peu plus long, mais il y a cette problématique pour l'entreprise de prendre connaissance de nos conclusions avant d'agir, puisque notre rapport n'est qu'une étape dans l'analyse, et en particulier quand la fraude est avérée. De votre côté, quand vous êtes arrivé à des conclusions, vous n'avez pas d'obligation de déclaration? Non. Sur les plans que l'entreprise va mettre en place, vous voyez tout, c'est-à-dire qu'on peut avoir de la réorganisation interne, des mesures disciplinaires, tout est possible? Oui, tout à fait, tout est possible. L'entreprise peut... Alors après, elle en mesure les conséquences ou elle en mesure les modalités opératoires. Mais comme le disait Jean-Marie Gauvin tout à l'heure, mon analyse, c'est qu'à partir du moment où une entreprise a connaissance de faits frauduleux ou corruptifs, elle devrait porter plainte. Elle ne le fait pas toujours, mais à mon sens, elle devrait le faire. Tout simplement, à la fois pour porter un message et en même temps pour limiter le risque qu'elle puisse être considérée comme étant en quelque sorte complice de la fraude. Si elle a connaissance d'une fraude et qu'elle ne fait rien, se pose la question de sa responsabilité dans les suites à donner. Mais vis-à-vis des personnes considérées, oui. Alice, en complément? Si je peux rajouter quelque chose, c'est que nos travaux ne vont pas forcément conduire à caractériser une fraude ou un coupable. En tout cas, nous, c'est jamais à nous de le dire, mais en tout cas, il n'y a peut-être pas de comportement frauduleux qui va être mis en exergue. Par contre, souvent, on met en évidence des failles dans l'organisation, dans les procédures, dans les contrôles, dans les vérifications. Et la conséquence de nos travaux, c'est souvent que ce qui a été mis en évidence comme faille dans notre rapport va servir de base de remédiation pour l'entreprise qui va ajuster les paramètres de son ERP de suivi des achats ou qui va effectivement mettre en place une organisation en séparant des tâches qui étaient avant gérées par une entité unique. Et donc, c'est aussi l'utilité des enquêtes internes, c'est de comprendre où est-ce que des processus peuvent être défaillants et être corrigés pour être améliorés. Alors peut-être très concrètement pour nos éditeurs, qu'est-ce qui doit les alerter? Si on doit faire une petite liste de signaux faibles, qu'est-ce que vous voyez souvent comme être finalement des signes?
Alors moi je dirais que c'est là aussi que le rôle de l'humain, des collaborateurs est fondamental. Ils connaissent très bien leur métier et donc ils vont être alertés sur des choses atypiques, sur un mode de communication inhabituel pour un partenaire. Donc il faut vraiment faire confiance à son savoir-faire quotidien et pour repérer les anomalies. Moi, j'ai envie de donner plusieurs axes. Il faut faire attention à ce qui est un peu trop beau pour être vrai. On parlait de Madoff tout à l'heure. Madoff, pendant 30 ans, ses fonds ont délivré 10% de performance annuelle. Ça n'existe pas. Donc, ça peut vous mettre la puce à l'oreille. Dans l'environnement des marchés financiers, avoir une performance aussi élevée de manière aussi constante, ça n'est pas possible. Donc, il ne faut pas être naïf ou trop ébahi par une promesse de rendement. Et ça vaut d'ailleurs pour les particuliers. Hein. Ce qui est trop beau pour être vrai, souvent, c'est qu'il y a un hic. Mais ça va aussi dans les entreprises. Je pensais aux achats, par exemple. S'il y a systématiquement le même fournisseur qui a la meilleure offre sur un marché qui a toujours le meilleur prix, il y a peut-être une question à se poser, parce que même si ces prix sont bas, le fait que ce soit systématique, on peut se poser la question d'une collusion ou d'une information. Donc, être vigilant sur ça. Être vigilant, alors on en a un petit peu parlé dans les procédures, on sait qu'il faut en interne avoir une séparation des tâches, mais il y a quand même un petit peu des zones blanches qui parfois échappent au contrôle. Ça va être une filiale qui, parce qu'elle est en JV avec un autre groupe, échappe un petit peu au scope habituel. Ou ça peut être quelque chose qui est géré par le président tout seul, parce que c'est lui qui décide. Et finalement, c'est ces zones blanches qui sont évidemment des zones de risque sur lesquelles il faut qu'on fasse attention quand on fait les cartographies et quand on évalue vraiment son périmètre de contrôle, parce que y a toujours des petits malins qui les repèrent et qui s'en servent pour les détournements. Et puis peut-être un dernier avertissement, un dernier appel à la vigilance sur les secteurs en tension. Moi, j'ai beaucoup travaillé il y a plus de 15 ans sur les subprimes, sur la crise des subprimes, au moment où, en fait, il y avait tellement d'appétit de la part des acteurs du marché pour ces produits structurés qui avaient des super rendements, des ratings AAA, donc à la fois ils étaient super performants et super sécurisés, que finalement, disons que les acteurs ont servi au marché ce que le marché voulait, et donc ces produits structurés ont été composés en quantité invraisemblable, et parce que la demande était très forte. Et je me dis aujourd'hui qu'on peut avoir le même type de risque sur tout ce qui concerne les produits verts, les produits financiers, même les produits bio. Quand la demande des consommateurs est très forte pour avoir du bio, si la chaîne d'approvisionnement n'est pas en capacité, il peut y avoir la tentation par certains de présenter des produits comme étant tout à fait verts, sustainable, alors qu'en fait ça ne l'est pas. Et on voit bien aussi que la finance verte est un sujet qui aujourd'hui risque de poser problème, puisque tout le monde veut investir dans des sociétés vertes et dans des produits financiers verts. Et donc là, il peut y avoir une tentation par certains d'en proposer alors qu'ils ne le sont pas vraiment, et donc de la vigilance comme ça sur un marché en tension. Luc, je voulais revenir tout à l'heure, vous avez un peu parlé du profil du fraudeur. Virginie nous disait que notre voisin de bureau peut être fraudeur. Alors, peut-être un ou deux éléments. Qu'est-ce qu'on sait du fraudeur ? À quoi il ressemble ? C'est monsieur tout le monde. C'est souvent monsieur d'ailleurs, mais pas que. Pas que. Les femmes sont de plus en plus présentes dans tous les domaines. Faites attention. Exactement. J'ai bien connu, si je puis dire, une comptable qui a fraudé son entreprise pendant 10 ans de manière très, très régulière, sans être identifiée. Alors, je distinguerai, on l'a évoqué déjà, le fraudeur externe. Je dirais que ça, c'est pas un profil, c'est une industrie. Ce sont des gens qui ont mis en place des schémas, quel que soit le schéma. Ce sont des gens qui ont bien réfléchi, il y a une ingénierie, il y a une méthodologie qui est développée. Et en fait, vous ne le voyez jamais, le fraudeur. Vous avez peut-être des échanges téléphoniques ou email, mais vous ne le voyez pas. Mais ce sont en général des hommes qui appellent, et pas des femmes.
Mais donc ils agissent avec une méthodologie, un script et une récurrence aussi. C'est-à-dire que c'est des mécaniques qui sont mises en place, qui pendant un certain nombre de mois vont cibler telle entreprise jusqu'à épuiser le filon, quitte à y revenir 6 mois ou 1 an après. Donc c'est pour ça que le fait de revenir en permanence, de sensibiliser en permanence est important. Sur la fraude interne, on est plus dans des agissements opportunistes, comme on l'a dit. D'ailleurs, ça me fait penser à un exemple d'un fraudeur très efficace qui s'est bien enrichi qui est exactement le profil que j'évoquais, un homme 40-45 ans, en position hiérarchique, et il se trouve aussi que les fraudeurs sont, j'ai évoqué Madoff tout à l'heure, sont souvent des gens, alors il ne faut pas penser que tous les gens sympathiques sont des fraudeurs, mais sont souvent des gens chaleureux, sympathiques, charismatiques. Dans l'exemple en question, c'était quelqu'un qui était toujours là pour rendre service et qui était très efficace. Alors il prenait très peu de vacances, c'est aussi un indicateur. Il était vraiment en position de direction financière, quelqu'un sur qui on pouvait compter. Il se trouve qu'après qu'une fraude ait été détectée totalement par hasard, qu'on ait investigué la fraude et que le montant ait été identifié, le dirigeant, avec une certaine lucidité, a remarqué que, compte tenu du niveau de rémunération qui était alloué à cette personne, c'est normal qu'il ait fraudé. Grosso modo, le message étant... en fonction de la responsabilité que l'on donne à quelqu'un, il faut veiller à ce qu'il y ait une certaine correspondance entre responsabilité et rémunération. Parce que vous n'êtes pas en train de donner un blanc-seing à pas mal de personnes qui s'estiment sous-payées en ce moment. Je dis, rassurez-moi. Alors après, il faut identifier le mécanisme de fraude et imaginer qu'elle va pouvoir durer un certain temps. Non, ça c'est ce qu'on appelle la rationalisation du fraudeur, qui va dire, comme je suis mal payé, c'est bien de frauder, j'ai le droit. Mais voilà, donc le profil est, si je puis dire, quand il agit de manière individuelle, est un peu celui-là. Parce qu'évidemment, tous les montages plus sophistiqués, triangulaires, sont des montages sur lesquels là on peut trouver un nombre d'acteurs plus important et c'est plus difficile à identifier. Et là, il n'y a pas de profil type dans ce cas-là. Bon, j'entends ce profil, cette description assez large qui peut induire de la suspicion généralisée. Donc on va se souvenir du message de Virginie Sreeky tout à l'heure qui disait qu'il fallait quand même travailler dans la confiance. Nous, on arrive au bout de ces beaux échanges de la matinée. Je voudrais peut-être vraiment en mot de la fin vous demander un petit conseil très pratique. On a vu plein de choses, des procédures un peu lourdes, mais voilà, qu'est-ce qu'on peut faire cet après-midi pour avancer d'un cran dans cette lutte contre la fraude? Petites choses à mettre en place, très, très simples et très concrètes. Question piège. Non, moi, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a tous dans notre fonction, quel que soit notre métier, quel que soit notre rôle et notre place dans l'organisation, on identifie chacun des failles, et on sait, quelque part, on se dit, ah bah tiens, si je voulais frauder, je pourrais faire ça. Et je pense que c'est important que l'exercice de répertorier les risques soit collectif et fasse intervenir vraiment tous les échelons pour que les gens puissent s'exprimer en fonction de ce qu'ils connaissent de leur métier, qu'ils connaissent très bien, des failles qu'ils ont envisagées, qu'ils ont visualisées et qui peuvent faire remonter pour que l'ensemble de l'organisation se protège plus efficacement. Oui, j'aurais voulu effectivement terminer sur une note positive. L'entreprise, entreprendre, c'est prendre des risques. Et la fraude, c'est un des risques, mais c'est heureusement pas le principal. Et le but de l'entreprise, c'est de permettre à chacun de prendre des risques.
Parce que si personne ne prend de risque, il n'y a pas d'entreprise et rien n'avance. Donc, il ne s'agit pas d'empêcher cette prise de risque. Mais ce à quoi il faut faire attention, je crois, c'est mettre en place des garde-fous pour essayer que chacun sache que s'il dépasse la limite, il sera identifié, et éventuellement pourchassé. Donc, c'est mettre en place des mécanismes qui s'assurent que on restera bien dans l'objectif de l'entreprise, qui est de prendre des risques pour développer l'entreprise et assurer son avenir. Mais voilà, donc c'est... Pour reprendre l'adage bien connu, la confiance n'ira pas sans contrôle. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à tous de nous avoir suivis cette matinée sur la fraude, la corruption et bien d'autres. Merci. Merci.